Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre de votre programme Espace Miné, c'est reparti pour un petit tour. Nous sommes lundi 29 septembre 2025 à Yaoundé, au Cameroun. Nous émettons à partir de Yaoundé justement, à partir de Yaoundé 24 sur 24, 7 jours sur 7. Espace Miné est cette plateforme qui vous donne l'information en live. D'ailleurs, nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner justement cette information. Mais une information en toute convivialité. Vous le savez, la campagne électorale pour l'élection du président de la République du 12 octobre au Cameroun a débuté il y a exactement 2 jours. Dans le cadre de votre programme Espace Miné, on fera un effort de ne pas aborder les problèmes ayant trait à la politique, mais à côté de la politique, nous parlerons de l'environnement. À côté de l'environnement, nous parlerons des transports. À côté des transports, nous parlerons de l'économie. À côté de l'économie, nous parlerons de la spiritualité. À côté de tout cela, nous parlerons globalement de la société. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous allons marquer un arrêt majeur. Parce que cela s'impose pour parler des corridors Douala-Bangui et Douala-N'Djamena. Que se passe-t-il au niveau de ces corridors, au niveau de l'Afrique centrale? Nous parlerons beaucoup plus des pratiques anormales au niveau justement de ces corridors. Et pour en parler avec efficacité ce matin, nous allons recevoir un expert en la matière, naturellement, qui sera accompagné de nos nombreux invités dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52 au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Si vous en avez convenance, nous accueillons ce frère et ce grand ami et ce professeur enseignant d'université et qui nous a retrouvés sur ce plateau. Professeur Ngonté, bonjour. Bonjour. Je souligne que vous êtes enseignant et chercheur à l'ICA. Vous êtes également chef de projet adjoint de l'Observatoire des pratiques anormales le long des corridors d'Afrique centrale. Effectivement, je suis le chef de projet adjoint de l'Observatoire des pratiques anormales sur les principaux corridors d'Afrique centrale. De manière générale, il s'agit de quoi? Il s'agit d'observer tout le long du corridor ce qui se passe en dehors des conventions qui ont été signées entre le Cameroun et le Tchad, le Cameroun et la Centrafrique. Parce que les cargaisons qui arrivent à Douala, en destination des pays de l'Interland, qui n'ont pas d'accès à la mer, doivent transiter par le Cameroun. De toutes les façons, nous irons en profondeur tout à l'heure. Hein. Avant d'aller dans cette profondeur-là, je souligne également, à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde, que vous êtes également auteur. Et j'ai devant moi là votre dernier ouvrage, Apprendre à apprendre. Et là, je vois la deuxième édition. Le titre de l'ouvrage, c'est Apprendre à apprendre. Un bon jeu de mots quand même. Hein. Apprendre à apprendre, en effet. Parce que il n'est pas donné naturellement de savoir toujours quelle est sa meilleure stratégie pour apprendre. Alors tout le monde a un génie, mais parfois les parents, les éducateurs, la société tuent ce génie parce que l'apprenant n'a pas su la bonne manière pour apprendre et les éducateurs n'ont pas su la bonne manière pour communiquer avec l'apprenant. Et à un moment donné, ce génie peut mourir. Ce génie peut mourir. Bon, peut-être peut être mis en veille. Heureusement, il ne meurt jamais. Il faut le réveiller. Il faut le réveiller. Voilà. C'est donc une deuxième édition, hein, je vois paru au niveau des éditions à l'Harmattan. Un ouvrage pratiquement de 100 pages. Hein, un ouvrage de 100 pages. Alors, en parlant justement des génies pour le cas du Cameroun, avez-vous l'impression que nous ayons encore ces génies-là? Sont-ils encore nombreux? Ou bien c'est une espèce rare, pour ne pas parler d'une espèce en voie de disparition? Non. Nous avons des génies au Cameroun. Oui. Effectivement, quand nous voyons au niveau de l'enseignement, dernièrement, par exemple, il y a eu un hackathon pour que les jeunes proposent des projets. J'ai été encore satisfait par l'éclosion des génies camerounais. Nous avons des génies. Il suffit seulement de leur montrer, de leur dire qu'ils sont des génies et montrer en quoi ils sont. Parce que chacun a son génie, a son domaine. Également de mettre ces génies en confiance. Hein.
Tout à fait. Mettre ces génies en confiance, c'est-à-dire leur laisser la liberté d'explorer leur génie, de cultiver leur génie, de l'exprimer, de communiquer, d'avoir confiance en eux, par l'amour que nous pouvons avoir envers eux. Même sans leur dire, ils savent. Quand nous pouvons permettre à ces génies d'exprimer leur potentiel. Robert Ngonté, où est-ce que nous pouvons avoir cet ouvrage? Cet ouvrage peut obtenir à Matan Cameroun, à Tinga. Et combien il coûte? Il coûte normalement 8500 francs. C'est à la portée de toutes les bourses? Bien, vous savez que l'éducation n'a pas de prix. C'est à la portée parce que vous voyez ce qu'on investit parfois sans résultat. Voyez-vous, là, le résultat est rassuré. Merci à Robert Ngonté, auteur donc de ce dernier ouvrage, Apprendre à apprendre. Il sera également là tout au long de ce programme en sa qualité d'expert lorsque nous parlerons des problèmes liés à ces corridors-là, Cameroun, Tchad et Cameroun RCA. Merci d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons un confrère, un grand confrère, lui c'est Bernard Owena. Bernard Owena, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour au panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je suis très heureux de me retrouver une fois de plus ce lundi matin sur ce plateau, sur ce prestigieux plateau d'Espace Miné. J'avoue que ça m'a manqué un peu, ça fait depuis que je ne suis pas passé ici apparemment. Comment ça? Vous étiez là il y a exactement une semaine. Ah bon, ben là, le temps passe vite comme ça. Je croyais que ça faisait longtemps que je ne suis pas passé ici. À peine une semaine, le plateau vous manquait déjà. Oui, oui, ça me manquait déjà. Il faut que je revienne de temps en temps. Je suis un peu dévasté ce matin parfois ici. Oui. J'ai appris avec beaucoup de douleur. On en parle tout à l'heure. Hein. D'accord. On en parle tout à l'heure. D'accord. Donc Bernard Owena était donc journaliste. Il est également homme politique. Il est DP du journal La Vitrine. En face de Bernard Owena, nous accueillons notre invité permanent. On ne le dira jamais assez, l'homme à la voix singulière. J'espère que sa grippe l'a un tout petit peu lâché. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Je pense que je prends le dessus carrément sur cette grippe et que au niveau des cordes vocales, tout est en train de revenir dans l'ordre. Je profite de l'occasion qui m'est donnée en ce lundi matin pour te saluer de façon appuyée pour ton retour sur le plateau. On n'a pas arrêté d'être carrément harcelé par certains du fait de ton absence. Mais j'avais été un peu inquiet. Inquiet, on m'a harcelé, qu'est-ce qui se passe? On voulait les informations. J'ai décalé vos parfaits, votre produit, votre quota sera là dès lundi. Je salue comme ça mes co-discutants déjà installés. Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Très enchanté ce matin pour le nouveau plateau. Pour le nouveau plateau, parce que en fin de compte, c'est le modérateur qui fait l'essentiel du plateau. Quand tu n'es pas là, ça s'est allé un peu dans tous les sens pour eux. Et c'est la raison pour laquelle on a été harcelé un tout petit peu. Là, avec ta permission, parfait, nous allons saluer de façon un tout petit peu appuyée aussi. Oui. Un fidèle téléspectateur, lui c'est Roland Essala. Du côté de Hawaï Escalier, c'est un ami à moi. Et un deuxième ami, un grand frère de Rumonguier. Voilà, qui vit maintenant du côté de la Belgique, dans la commune de Vilvoorde. Je pense que c'est bien ça le nom. Lui, c'est Francky Umben. Et il a eu justement un an de plus, c'était hier. Alors, comme nous sommes lundi, je profite donc pour lui souhaiter un joyeux anniversaire pour 7 ans de plus. Il habitait à Rumonguier avant d'aller en Belgique. Rumonguier, quartier que j'habite, et d'ailleurs quartier du ministre, voilà, Laurent Serge Toudingwa, que je profite aussi de même pour saluer ce matin, ainsi que toute sa famille. Merci Alain Douk pour cette entrée en matière dans ce studio. Il a été également déjà là, Soulé Onoyolo, qui est également journaliste. Il est en train de s'installer. Et de toutes les façons, 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve nombreux ce lundi matin. C'est un plaisir. Avec ce chignon, vous devenez encore toute petite. Hein? C'est comme si vous vous préparez à vous inscrire en classe seconde. Pas du tout, pas du tout. Comment a été le week-end, Claudia? Le week-end a été super de mon côté, je l'espère pour vous également. Je passe toujours de très bons week-ends. Vous êtes très très frais ce matin, franchement. Quand on a un sac de modérateur, on se bat. Oh là là. Franchement, c'est une demi-fortune hein, oui, pour mon habillement. Oui. N'en déplaise à certains aigris. C'est du lourd. On a besoin de tout pour faire le monde. Tout à fait. Si dans un monde on n'a plus de jaloux, ce sera plus bien. Les jaloux ont la place, les aigris ont la place, les sorciers ont la place, les malchanceux ont la place. Et on a besoin de tout le monde. Vous avez raison. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce lundi. Voici l'essentiel de l'information à retenir. Après avoir démantelé un réseau de fabrication de faux résultats sur les élections présidentielles, le ministre de l'administration territoriale met en garde les candidats de l'opposition qui, semble-t-il, pilote cette manœuvre dolosive. À la une du quotidien Info Matin, Paul Atanguindi fait savoir que les acteurs de ces manœuvres illégales répondront de leurs actes devant la justice. Au bas de une de ce tabloïd de Dieudonné Mveng marque un arrêt sur les produits Blédine. Le ministre du Commerce alerte et rassure les consommateurs. Aucun des lots concernés par la mesure de retrait n'est en circulation sur le marché camerounais, apprend-on. À cette annonce faite, la revue se poursuit avec la présidentielle 2025. Le quotidien Le Jour présente Paul Atanguindi. Le ministre de l'administration territoriale promet des interpellations à la suite de la découverte de la plateforme frauduleuse visant la publication des faux résultats initiés par l'opposition. Entre-temps, dans sa parution du jour, la Nouvelle Expression accuse Paul Atanguindi de violer la loi. La page 5 complète cette information. Vous lirez notamment le communiqué rendu public par les organisations de la société civile qui invite le ministre de l'administration territoriale de laisser l'ECAM faire son travail. En exclusivité, Paul Biya parle. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune a capté les mots. Dans une interview accordée au quotidien gouvernemental, le président de la République a reprécisé sa pensée présidentielle contenue dans son livre programme pour le libéralisme communautaire. En voilà une raison pour laquelle Edmond Biloua, le vice-recteur de l'université de Yaoundé 1, par ailleurs communicant du RDPC, pense qu'il faut réélire Paul Biya à la magistrature suprême. À la question de savoir pourquoi, le professeur décline ses raisons en page 8 du cri hebdomadaire à la météo. Pour le professeur Charlemagne Messanga-Nyamding, la victoire de Paul Biya est une évidence. Dans une sortie du 26 septembre dernier, le brillant universitaire soutient que le candidat du RDPC s'achemine vers une réélection. Ceci en l'absence d'un candidat consensueux de l'opposition, comme cela semble le cas. Justement, parlant de l'opposition, Dieudonné Mveng partage avec nous ce rebondissement de dernière minute. L'on apprend en page 4 que Akiremuna vote Bello Bouba. Le candidat du parti Univers s'est rallié hier 28 septembre au candidat de l'UNDP, lequel la veille obtient le soutien des Dateki Seta Caston, investi par le PAL. Finalement, s'achemine-t-on vers une candidature consensuelle de l'opposition? Le décryptage est à lire dans ce journal. À la une du quotidien Mutation, Christopher Fomoyo s'exprime. Un mandat de grâce serait une trahison. En effet, le directeur général pour l'Afrique National Democratic Institute for International Affairs porte son regard sur la campagne présidentielle. Il invite l'opposition, le peuple et la société civile à s'investir pour éviter au Cameroun un nouveau mandat de Paul Biya. Dans son édition du jour, le Messager s'intéresse à l'affaire QUD SCI Bonanjo. La page 8 raconte que le dossier piétine au tribunal de première instance de Douala Bonanjo, ne laissant ouverte aucune fenêtre de bonne foi ou de volonté affichée de la communauté urbaine de Douala de libérer l'immeuble querellé, comme l'exige un protocole d'accord datant de 2024. Revenons un tant soit peu sur l'élection présidentielle avec l'économie quotidien. Loin des activités de la campagne électorale,
électorale, Thierry Ekouti plante le décor autant pour moi, et propose au lecteur l'offre économique des candidats. Je clôture cette revue de presse avec la vitrine qui semble se briser en cette période électorale. La provocation de Croix, écrit Bernard Ouena ce matin. À l'origine de cette provocation, cette annonce du ministre de la Communication. En effet, René Emmanuel Sadi a annoncé la disponibilité de l'aide publique à la presse privée après le scrutin du 12 octobre 2025. Apprend-on parfois ici. Les journalistes ne doivent pas bien vivre en période de campagne électorale, apparemment. Posez la question directement à M. Bernard Ouena. Ils risqueront de dire des choses pas trop exactes. Tout à fait. Bernard Ouena. Oui, parfait, merci. Pourquoi tu t'en prends à ton oncle de la communication, le ministre René Emmanuel Sadi? En fait, il n'a rien à voir avec la titraille de ce matin. C'est juste que c'est lui le ministre en charge de la communication, c'est lui qui répond donc de notre destin. Il se passe que les directeurs de publication et les chefs d'entreprise de presse, ou tout ce qui tient lieu, ces gens se sont décarcassés depuis des semaines pour essayer d'être en phase avec l'événement, l'échéance électorale, dont l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Malheureusement, on a donné beaucoup d'argent aux gens qui sont allés se balader au palais. On a donné beaucoup d'argent aux gens qui sont allés en audience là-bas. Ah bon? Oui, beaucoup d'argent a coulé là-bas. Vous avez des éléments? Bien sûr, j'ai bu avec ceux qui ont déchargé là-bas, les 5 millions, les 3 millions. Donc, les gens... Attention à vos déclarations, Bernard. Ce n'est pas des déclarations, M. Papa. Ici, vous m'avez posé une question, vous n'avez pas de la réponse. Je vous donne une réponse et c'est moi qui assume la réponse. Et je vous dis que j'ai été avec des gens qui ont déchargé de l'argent. Pendant ce temps, la presse n'a jamais rien eu. Et ce qui nous donne encore envie de croire que c'est un complot, c'est que, en prélude à cette élection présidentielle, la presse qui attend souvent la pitoyable aide-là, qui est insignifiante. D'ailleurs, c'est une moquerie pour... l'aide publique à la communication privée. C'est même une injure. Ce sont les pipis de chat. Oui, c'est les pipis du chat. Donc, et le ministre nous informe que c'est le 17 que les dossiers seront reçus, vers le 17. Et que vous voyez que l'élection a lieu le 12. Mais comment les directeurs de publication là vont fonctionner pour couvrir cette campagne électorale? Au moins, l'État devait faire quelque chose pour anticiper et leur donner cet argent un peu avant la campagne pour qu'ils soient capables aussi d'accompagner cette échéance électorale. Il faut dire que cet argent, même qui ne représente pas rien du tout, 300 000, 900 000, vous devez signer 14 pièces. Vous devez signer 14 pièces jusqu'au dossier fiscal. Merci à Alain Doucre qui s'invite également à ce débat qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Je ne sais pas pourquoi vous êtes excité ce matin. Je vous passe la parole. Déjà qu'on a passé une espèce de filtre pour donner les agréments, les autorisations aux médias qui doivent couvrir j'ai oublié ça. Voilà, la présidentielle. Le filtre est beaucoup trop resserré. On ne comprend pas pourquoi. Or, on connaît le nombre de médias qu'on a quand même à l'échelle nationale. Maintenant, il y a toute une injustice. Et l'aîné Bernard a raison. C'est une clochardisation systématisée, systémisée de la corporation qu'on fait avec cette espèce d'aide qui ne représente absolument rien. Expliquez-moi comment on peut prendre tout l'argent public, notamment la redevance audiovisuelle, et on l'attribue uniquement aux médias dits à capitaux publics, pendant que la presse privée, les journalistes privés, des médias privés, font aussi un travail d'utilité publique. Et s'il vous plaît, l'injustice va très loin. Elle est à son paroxysme, tout simplement parce que les médias à capitaux publics, comme on veut bien les appeler, et qui siphonnent la totalité de cette redevance audiovisuelle, font encore par ailleurs la publicité. On aurait pu, dans une démarche qui relève d'un certain asymptotiquement d'une recherche d'une certaine équité, voilà, de dire que bon, comme eux ils ont déjà la redevance audiovisuelle, qu'ils ne fassent plus de publicité et que la publicité revienne exclusivement aux médias privés. Vous voyez qu'il y a toute une injustice et je ne sais pas comment on arrive à s'en accommoder. Je sais une chose, c'est que lors des derniers états généraux de la communication, où j'ai été modestement invité comme participant, au niveau justement de notre atelier
Dia, nous avons fait un certain nombre de recommandations. Il était justement question que ce que nous appelons au Cameroun la redevance audiovisuelle. Pour parler en français facile, pour que la Bayam Salam nous comprenne, c'est cet argent que tous les travailleurs du Cameroun reversent au trésor public, et c'est ce qu'on appelle redevance audiovisuelle. Et cet argent ne part simplement au niveau de la CRTV. Voilà. Et nous avons estimé que c'était une injustice de plus, une injustice de trop. Et comme recommandation, nous avons dit que la redevance audiovisuelle reviendra à tous les médias. Parce que, voyez-vous, comme l'a dit Alain Douk tout à l'heure, nous sommes certes de la presse privée, mais nous abattons un travail d'utilité publique. Le dire n'est que justice. Malheureusement, là-bas en haut, on bloque des 4 fers. On dit 0. Vous, la place privée, vous serez clochard. Le travail qu'Info TV abat au quotidien et qui est reconnu à travers le monde entier est un travail qui mérite d'être accompagné, soutenu par les pouvoirs publics dans un environnement socio-économique où la publicité est un véritable serpent de mer. Merci Bernard Owona. Claudia. Oui, tes grands frères parlaient des sujets importants. Tout à fait. Vous qui venez derrière, il faut vous imprégner. Parce que ce qui nous arrive, si vous ne vous imprégnez pas, vous arrivera aussi. Vous travaillez déjà pour nous, c'est déjà bien. À demain 10h. À demain 10h, parfait. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau et nous accueillons Soulé Honoriolo. Soulé, bonjour. En vous disant bonjour, en disant bonjour à tous les co-discutants, je voudrais dire bonjour au top management de cette télévision, le PDG, n'est-ce pas, Dieudonné Vambala. Je voudrais dire bonjour à toutes les personnes qui regardent en ce moment. Et je voudrais être d'accord avec Alain Douk. Ton absence, oui, alors ta présence absente pendant deux jours, jeudi et vendredi, a créé quand même beaucoup de grabuge. Ah bon? J'ai été assailli par les messages et tout. Parce qu'on me disait que c'est toi qui éprouves des deux, machin, c'est sur cela. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Et particulièrement, j'ai été interrogé par 2 amis, officiers de police, qui ont installé une chaîne une télévision, en fait un écran de télévision à l'artisanat. Si vous y allez, vous allez regarder ça. Ils m'ont demandé, je veux parler de Denis et de Mayangagi, qui disent que mais comment, nous on a regardé, Parfait n'a pas prévenu qu'il parte. Mais si vous permettez, Parfait, pour rattraper le temps de la parole des autres, parce que j'étais là, mais sauf que on ne pouvait pas bousculer. J'avais promis marquer un arrêt particulier et significatif pour parler d'Ambam, la vallée d'une Thème, qui est le département fils du renouveau. Je connais beaucoup de personnes à Ambam. Je suis arrivé à Ambam tout jeune en 1978. J'ai eu, n'est-ce pas, mon CPE, le vrai. Il y a 47 ans. Il y a eu mon CPE, non, en 1980.
Et mon il y a 45 ans. Voilà, mon BEP c'est en 1985 au CS d'Ambam, avant de monter. Donc je connais, Ambam n'était pas encore grand chose, c'était juste un arrondissement. Donc vous avez eu votre CPE il y a 45 ans. Oui, en 1980. Mais Soulé, vous êtes déjà en longtemps, hein? Oui, je suis en longtemps. Donc si je parle d'Ambam... Il y a 45 ans. Oui, il y a 45 ans, j'ai eu le CEP, le certificat d'études primaires élémentaires. Comme on appelait à l'époque. Oui, c'est vrai qu'entre temps, les gens ont fait des colloques et des symposiums pour enlever le E et pour garder le CEP. Après avoir nous avons les réformes au Cameroun. Donc je parle d'Ambam parce que j'ai beaucoup de camarades de classe. Certains sont aujourd'hui des hauts fonctionnaires. Certains, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous n'allons pas en Ambam? Pourquoi vous en parlez? Non, je voulais simplement particulièrement ce matin. Particulièrement pour souhaiter bon courage à ceux de mes camarades de classe et amis qui sont partie prenante dans la campagne électorale pour le compte du RDPC. Je voudrais le dire comme ça là, pour dire quoi? Pour dire que, bon, il faut qu'il mouille le maillot. Il faut qu'il mouille le maillot parce que c'est pas facile. Et quand je parle... Nous sommes en campagne électorale, nous ne parlons plus de politique ici, hein. Vous le savez, non? Non, je ne parle pas de politique. Sauf si vous pensez que c'est la politique. Il faut parler du sport, là. Sur les parlons d'autre chose, hein, avec votre permission. Oui. C'est vrai que en off, vous n'étiez pas au courant quand je vous l'ai annoncé il y a quelques minutes. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez commencé à pleurer. Hein. La presse camerounaise est en deuil, le Cameroun est en deuil. Ce Cameroun qui vient de perdre un valeureux et brillant journaliste en la personne de Serge Pout. C'était ce matin à 6 h du matin du côté de l'hôpital, je pense de l'hôpital général. Serge Pout qui travaillait pour la chaîne nationale, la CRTV. Soulé, vous avez très bien connu Serge Pout. Serge Pout n'est plus de ce monde. Il a finalement cassé le micro. Je suis abasourdi. Je suis sans voix. C'est vrai, j'ai coulé des larmes en apprenant la nouvelle du décès de Serge Pout. Quand il a été amputé, comme moi, à l'hôpital central de Yaoundé, je suis allé le voir. J'ai essayé de lui transmettre le courage. J'ai essayé de lui transmettre ce que les uns et les autres m'ont transmis. Parce que je ne vais pas oublier qu'un de ces 4 matins, vous savez, c'est trop difficile, n'est-ce pas, d'avoir exercé, de parader, d'être un brillant journaliste comme Serge Pout, un brillant journaliste. Tout à fait. Vraiment. C'est-à-dire que ce que Serge Pout a fait, j'espère que la CRTV a gardé ça. C'est-à-dire quand Serge Pout faisait une note de lecture de ton livre, tu avais l'impression qu'il avait changé complètement le livre. Donc, je suis allé le voir pour lui dire que se faire amputer une jambe, c'est la vie. Et il faut sauver la vie, n'est-ce pas? Il faut vraiment sauver la vie. Mais malheureusement, il y a eu un enchevêtrement de situation parce que je crois qu'à peine amputé, sa maman est décédée. Il n'a pas été à l'enterrement de sa maman et ça lui a fait très mal. Ça lui a fait très mal. Et ça n'a pas été facile. Vous savez, Baka, ici, quand vous vous retrouvez amputé d'une jambe, c'est un miracle, n'est-ce pas, que vous convoquez, inventez chaque jour pour vivre. Parce qu'il y a des moments où vous vous couchez le matin, quand vous voulez peut-être chausser votre prothèse, elle ne donne plus. Et quand vous n'avez pas de prothèse, c'est pénible. Donc il n'y a que la prothèse qui vous donne l'illusion d'être debout. Donc le handicap est difficile. Il y a très peu de gens qui résistent après avoir été amputés à un certain âge. Surtout quand on a déjà un nom, on se dit que le regard d'autrui, vous savez, le regard d'autrui, quand je suis amputé et que je suis à... Vous savez, à un moment donné, les réseaux sociaux vous mangent comme vous ne savez pas. Chez moi, par exemple, les réseaux sociaux avaient annoncé mon amputation une semaine avant. Je regardais comment, cela a été amputé. Quand je suis allé au centre des personnes
Et handicapés. avec des messages méchants. Oui, oui, mais vous ne pouvez pas contrôler ça. Maintenant, je suis allé au centre de réhabilitation, national de réhabilitation des personnes handicapées. J'ai passé 15 mois. Mais le regard d'autrui, à un moment donné, vous avez le sentiment que cette personne ne fait que vous regarder. C'est-à-dire, vous vous retournez, la personne vous regarde, et puis vous avez le sentiment qu'on ne parle que de vous. C'est aussi très difficile. Donc le regard d'autrui agresse. Donc, il faut avoir un moral d'enfer pour retenir après l'amputation. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, parce que il m'avait dit... Serge avait même déjà repris le boulot. Oui, il m'avait dit que, grand frère, parce que j'ai besoin de temps en temps des conseils, machin. Et puis je crois qu'il y a un mois, on a échangé un peu par rapport à la prothèse, parce qu'il m'a dit que sa prothèse le gênait un peu, hein, et que voilà, je lui ai dit non. En réalité, c'est l'illusion d'avoir une jambe, mais il faut t'accommoder avec. C'est-à-dire que la prothèse ne te donne pas tout de suite la jambe que tu as perdue, mais il faut le faire, il faut. Donc, je suis abattu, je lui dis, mon frère, vraiment, c'est le voyage de tout le monde. Tu nous précèdes à l'au-delà. Que le canapé de nos ancêtres te soit convivial et supportable. Mais c'est une grosse fête pour la confrérie ou c'est la confraternité. Je ne sais pas, c'est toi qui connais. Bon, la corporation. La corporation, parce qu'on vient de perdre un brillant, un grand journaliste. Et je mets grand avec en lettres majuscules. Serge était un grand journaliste. Merci, Solono Yolo, qui rend donc un vibrant hommage à Serge Pout, les larmes aux yeux. C'était effectivement un brillant journaliste, Bernard Renard, Serge Pout, que vous avez également très bien connu. Il n'est plus de ce monde. Hein. Je crois que le témoignage de Soulé est très, très émouvant. D'abord parce que lui-même, il a vécu... la triste expérience. La triste expérience d'être amputé. Il sait donc de quoi il parle. Et j'ai beaucoup retenu de ce témoignage que c'est difficile d'admettre ça quand c'est déjà arrivé. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais une tante qui est morte. Elle s'appelait Nangamari. C'était la sœur aînée à ma maman. Elle est morte à 63, 64 ans. Et un jour, elle est tombée malade. Mon père l'a conduite à l'hôpital central de Yaoundé. Et le diagnostic a été sans appel. Il fallait amputer une jambe. Alors, on a appelé ses deux filles, on a appelé ma maman. Et mon père était là, comme il était du corps de la santé. On lui a demandé quelle était son impression. On a dit non, ça dépend de la dame. Et ma tante a dit qu'elle ne peut pas accepter d'être enterrée 2 fois. Elle préfère mourir. Incroyable. Oui, elle a dit qu'elle préfère mourir plutôt que d'être amputée. Et elle en est morte quelques 10 jours après, parce qu'on l'a hospitalisée. Et la gangrène évoluait à une vitesse vertigineuse. Oui, ça allait trop vite. Et puis finalement, elle a assumé, elle a dit qu'elle ne peut pas du tout accepter d'être enterrée 2 fois. C'est-à-dire qu'on ampute d'abord une jambe, on va l'enterrer pendant qu'elle-même est couchée là, et puis elle-même décède après. Donc elle a dit qu'elle préfère mourir et puis d'être enterrée une seule fois. Donc j'ai connu Serge Pout, ce que je retiens de lui, d'abord sa voix, sa verve, un timbre vocal exceptionnel. C'est que comme nous sommes paresseux à la lecture, c'était quelqu'un de très bien pour les paresseux à la lecture, parce que quand il faisait la note de lecture d'un ouvrage, comme vous avez devant vous là, vous n'avez plus besoin d'aller lire le livre là si vous étiez intelligent, parce qu'il faisait véritablement une note de lecture dans tous les sens et vous aviez tout le livre entre vos mains. Donc ces articles très poignants, son style à la CRTV, dans ses papiers, à la CRTV radio et télé, vont véritablement nous manquer. Je ne peux que souhaiter beaucoup de courage à sa famille, à sa femme, à ses enfants.
Beaucoup de courage donc à sa famille nucléaire, mais également à sa famille professionnelle, c'est-à-dire la CRTV. Alain Douc, Serge Pout n'est donc plus de ce monde. Nous sommes unanimes sur ce plateau que c'était un valeureux journaliste, un brillant journaliste. Ils sont de plus en plus rares qui ont ce talent. Malheureusement, il va à la fleur de l'âge. Il va à la fleur de l'âge, c'est dommage, mais il aura marqué son temps. À écouter ce que j'ai entendu de l'aîné Soulé et du grand Bernard, on comprend que Serge était le monsieur à la hauteur des attentes qui avaient été portées sur lui pour le magistère qui était le sien. Il devrait donc être, pour les générations à venir, et présente une source d'inspiration, un modèle de pratique journalistique. Et vous voyez comment sur ce plateau, son intelligence, sa perspicacité fait l'unanimité. Tout à fait. Donc il a vécu pour marquer son temps. Il s'en va, mais il sera toujours présent. Il s'en va, mais il sera toujours présent. Professeur Robert Ngonté, vous n'êtes pas du métier, mais vous n'avez pas besoin d'être du métier pour connaître Serge Pout, parce qu'il ne parlait pas pour les journalistes, il parlait pour le Cameroun, il parlait pour le monde entier. Avez-vous connu Serge Pout? Tout à fait. Je vais d'abord adresser mes condoléances à la corporation. Oui. Parce que Serge Pout, je l'ai souvent suivi. Et il était très brillant. Et vraiment, je partage tout ce qui a été dit. Comme les jeunes journalistes camerounais, je pense que félicitations. Mais il va inspirer, sa mort inspire beaucoup d'autres jeunes. Vraiment, nous sommes tous touchés par son départ. Je pense que son esprit va rester parmi les autres pour encourager ce qui est fait. Je l'écoutais encore à la CRTV télé, je pense il y a exactement une semaine et demie. C'était un documentaire qu'il avait tourné du côté de Kribi, au niveau les ancêtres de Kribi, les patriarches. Ça avait trait également à la colonisation au Cameroun, ainsi de suite. Vraiment un travail de fourmi. C'est-à-dire quand vous suiviez ce documentaire de Serge Pout à la CRTV, c'était magnifique, c'était formidable. Je dis il y a exactement une semaine et demie, je suivais le documentaire à la maison. Malheureusement, ce matin, nous nous réveillons avec cette triste nouvelle. Nous allons simplement dire que la terre de nos ancêtres lui soit éternellement légère. Oui, sous les derniers mots, en quelques secondes. Mais juste pour dire que, à travers le décès de Serge, nous implorons, n'est-ce pas, surtout au niveau de la corporation et dans tous les secteurs, que les uns soient de plus en plus indulgents, tolérants, et qu'ils manifestent non pas une pitié, non pas une, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais qu'ils prennent certaines personnes qui, à un moment de leur carrière, deviennent handicapés, qu'ils sachent que le handicap n'est pas que physique, il est mental. Le handicap, nous tous nous sommes handicapés en devenir. Avec tout ce qu'il y a comme moto, taxi et tout ça là, vous pouvez partir de ça peut aller très vite. Ça va très vite. Et que les uns et les autres, parce que le regard de la société, que la société a vis-à-vis du handicapé, parfois le désocialise, le rend un peu coupable et comptable de ce qu'il n'a pas cherché. Je le dis parce que d'expérience, j'ai vécu cela. C'est-à-dire que vous avez parfois des gens qui vous prennent d'en haut simplement, qui vous regardent pas, qui vous répondent pas quand vous posez une question. Il y a beaucoup de petites choses. C'est que peut-être est-ce qu'il faut être handicapé pour le savoir et pour appeler les uns et les autres à beaucoup plus de tempérament, à beaucoup plus de respect, hein, à beaucoup plus, n'est-ce pas, de don de la dignité. À beaucoup plus d'indulgence et d'humanisme. Il faut comprendre. Merci. Il faut savoir que tant qu'on n'est pas mort, on n'a pas tout vu. Oui, on n'est pas sûr d'être... Tout le monde n'est pas sûr d'être enterré entier. Très bien.
Merci. Info TV est également frappé. Nous également, nous avons perdu notre caméraman qui était également notre correspondant du côté de l'extrême nord. Il s'appelait Seriabe Moussa. Il était donc notre caméraman, comme je l'ai dit. Lui également n'est plus de ce monde. Il a été enterré avant-hier. C'était notre caméraman du côté de l'extrême nord, Seriabe Moussa. Que la terre de nos ancêtres lui soit également éternellement reconnaissante. Nous adressons nos condoléances au nom de toute la chaîne de télévision, au nom du président directeur général de cette chaîne de télévision, M. Dieudonné Van. Nous adressons donc nos condoléances à sa famille nucléaire, naturellement également à sa famille professionnelle. Nous marquerons encore une touche pause. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus. Rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. Jusqu'où iriez-vous pour soigner votre apparence vestimentaire? Avec les Jeans Collections, demeurez dans la classe et poussez les limites de votre élégance. La marque déposée les Jeans Collections vous propose des chaussures ultra chic, fabriquées à base de peau et de cuir de haute qualité. Les Jeans Collections, c'est aussi la combinaison idéale du style et du confort grâce à ses vêtements haut de gamme, tenues traditionnelles et d'apparat. Et ce n'est pas tout. Legends Collections marque de son empreinte dans la production industrielle des tenues de classe, sport et des chaussures scolaires. Rendez-vous dans nos showrooms Douala, Aqua et Bonapriso, Yaoundé, Bastos, face église orthodoxe. Contact 653 66 58 20 699 94 02 81 696 20 64 71. Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin, elle est relative à une histoire dont je livre de suite le contenu. Une jeune dame d'une de nos grandes métropoles arrive dans une entreprise
Et elle y retrouve un camarade de lycée, voilà, un camarade de longue date. Et dans l'entreprise en question, justement, il y a un des responsables qui, au regard de sa façon de se comporter, est relativement proche justement de ce camarade-là, de sexe masculin, de la jeune dame, fait une espèce de recommandation. Donc il juge que comme le jeune homme en question n'est pas casé, il voit le profil de la fille et tout, il se dit, tous les deux, pensez à aller dans le sens de vous caser, etc. Donc question d'encourager le jeune homme à se mettre avec la jeune demoiselle. Chemin faisant, il se trouve que le garçon en question suit le conseil en question. Il va se dire que ben pourquoi pas, peut-être qu'en fin de compte c'est pas une mauvaise idée, puisque la jeune dame elle allait bien, comme on dit, elle allait poser, etc., etc. Le truc c'est que en arrière-plan, le responsable en question, lui, il fait la cour à la jeune demoiselle en question. Pourtant lui il a recommandé que c'était un bon profil au jeune homme. Le jeune homme, oui. Je veux bien comprendre. Hein. Le responsable qui encourage le jeune homme qui a recommandé avec la jeune dame, oui. Le même responsable fait également la même jeune dame. À la même jeune dame en arrière-plan. D'accord. En sourdine. Voilà. Et justement, la jeune dame a fini par révéler le poteau rose au jeune homme en question. Et il n'en revient pas, quoi, de cette espèce de fourberie. Comment on peut se comporter ainsi? Comment vous pouvez recommander une jeune dame à quelqu'un, puis vous-même derrière, vous faites une cour assidue à la jeune dame en question. Donc le genre de comportement qu'on retrouve certainement chez beaucoup de personnes et qui n'est pas recommandable. C'est-à-dire que ces gens qui ont cette espèce d'esprit où ils pensent qu'ils peuvent donner aux gens leurs déchets, quoi. C'est-à-dire que ils considèrent certainement qu'il faut qu'ils prennent de l'ascendant sur quelqu'un en ayant couché avec sa partenaire ou son partenaire, etc., etc. Donc c'est ce genre de comportement qu'on retrouve dans notre société et que je veux vraiment dénoncer. C'est méchant, ça ne se fait pas. D'accord? Cet esprit où vous voulez toujours coucher avec les femmes des gens, etc. Comme pour dire que lorsque vous aurez couché avec leurs femmes, vous avez de l'ascendant sur eux, vous allez les dominer, moi je sais pas quoi. Ce qu'il y a derrière cette histoire. Donc c'est ce que je veux dénoncer ce matin. Bernard Orona, effectivement, il s'est dit hein, que dans bien de cas, quand vous êtes peut-être dans une entreprise, certains patrons d'entreprise qui aiment ce genre de choses, ils aiment toujours aller avec les femmes de leurs collaborateurs. On avait même suivi un documentaire hein, sur Mobutu, où son ancien ministre de la communication reconnaît que le président Mobutu allait avec presque toutes les femmes de ses collaborateurs, dont des ministres et DG, et il expliquait que c'était pour avoir de l'ascendant sur ces collaborateurs-là. Votre commentaire? Le commentaire, c'est une petite anecdote. Je connais un prêtre qui est curé quelque part ici à Yaoundé, qui devait valider un document pour le recrutement d'une dame dans une institution bancaire. Parce que la dame a fait un stage au niveau de l'archidiocèse de Yaoundé. Ouais. Et ce curé a donc profité de cette occasion quand la dame a eu l'ok de la structure de venir donc vers le curé lui dire que monsieur l'abbé, ça a donné. Merci. Il faut seulement votre rapport de fin de stage là pour que je commence le travail là-bas. La femme était enceinte pratiquement de 7 mois. Et puis le curé lui a dit que oui, c'est bien que tu danses comme ça, tu as déjà eu ce que tu voulais, mais il faut d'abord me désintéresser. Ce n'était même pas plus. Ça, ce n'est même pas compliqué. C'est la suite qui est c'est la suite qui est compliquée. Incroyable. J'ai dit que le curé là, il est là quelque part dans la l'archidiocèse de Yaoundé. Il me connaît, je le connais, on se connaît. Je connais aussi la dame. La dame lui dit, mais elle insiste
la dame avait une proposition de salaire qui allait à plus d'1 million. Incroyable. Niveau licence, dans une institution bancaire. Et puis à la fin, la femme décide donc de céder. Avec une grossesse de 7 mois. 7 mois. La femme, quand elle décide de céder, elle revient donc voir le prêtre pour lui dire que tu m'as eu. Je n'ai pas de choix. Je ne peux pas lâcher le travail là. Le prêtre lui dit que ce n'est pas tout. Ce n'est même pas ce que moi je veux. Okay. Je veux l'autre là qui est compliqué. Qu'est-ce que je vais entendre là? Oui, c'est ce que tu viens d'entendre. Donc, le prêtre dit que... Le PV plus. Oui, il ne passe pas... Une affaire de double sim. Oui. Il est vraiment dans une affaire de double sim. Nous sommes en télévision, je ne peux pas... Non, pas du tout. Tout ça, la dame a une grossesse de 7 mois. De 7 mois. La dame se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Elle dit au prêtre que, mon Dieu... J'ai même bien accepté par la voie normale. Maintenant, je ne m'attendais même pas à ce que tu arrives à ce niveau. Bon, entre-temps, quand même, la dame avait déjà d'abord couché. Non, puisque le prêtre va aller une fois. La femme vient dire au prêtre que, après, j'ai réfléchi. Je ne sais pas. J'aurai un problème de conscience, certes, mais je ne peux pas laisser le boulot là. Vas-y. On va le faire. Le prêtre dit que non, ce n'est pas comme ça qu'on va le faire. On va le faire dans mes conditions. Et finalement, la femme a refusé et monsieur l'abbé a pris le document. Il a déchiré. Devant la femme. Et la femme est repartie. J'ai croisé cette femme il y a 1 an. Elle travaille déjà ailleurs. Et elle m'a dit que ton type là est un démon. Incroyable. C'est un démon. Alors, je fais allusion à cette anecdote pour dire que, en tout cas, à l'Indo, rien n'est nouveau sous le soleil. Hein. La plupart des patrons, la plupart de ceux qui tiennent la bourse, hein, ils passent par ce chemin-là pour tenir, pour maîtriser, pour contrôler, pour dominer. Je pense que le plus souvent, ça passe parfois par la femme de quelqu'un pour atteindre quelqu'un, pour avoir l'ascendant sur lui. Ça passe par une collègue pour qu'elle sache que c'est toi le patron qui demande, qui commande ici. Mais cela, c'est de la perversité, c'est des pratiques qui ne sont pas bien en entreprise. Ce sont des pratiques qui ne sont pas bien en entreprise. Sous les Onoyolo, de plus en plus, nous sommes dans une société bizarre. Hein. Il y a un professeur, paix à son âme, qui a vécu dans ce pays. Il avait baptisé une émission Déviance et condamnait ce genre de pratiques. Il ne vaut pas sa parole. Vous savez, c'est un peu comme du Sodome et Gomorrhe. Ah oui. Il faut rappeler, n'est-ce pas, du professeur Mono Liana aussi. Tout à fait. Qui a largement écrit pour condamner ce genre de pratiques. Mais en fait, c'est pas nouveau. Hein. C'est-à-dire que des gens qui estiment que pour bien vous contrôler, il doit aller avec ta femme. Il y en a même qui pratiquent, qui vont plus loin, ils font le sexe à l'envers, c'est-à-dire ils vont avec la femme et l'homme. Ah bon? Oui. Oui. C'est-à-dire un patron d'entreprise. Oui. Il va avec ta femme. Il va également avec toi-même. Toi-même là. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui veulent arriver. Incroyable. Qui pratiquent. C'est pour ça que je parle du sexe à l'envers. C'est-à-dire que, vous savez, au centre de tout ça, c'est le matériel. Au centre de tout ça, c'est l'argent. Il y a des gens qui veulent prendre l'ascenseur. Là où il faut prendre, n'est-ce pas, les escaliers. Il y a des gens qui ne veulent pas souffrir. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école de la violence, qui ont tout reçu et maintenant ils sont prêts à tout. Dieu merci pour cette dame dont parle Bernard, qui a su garder sa dignité. Il n'est pas passé par là. Et nous espérons, pour revenir à la dénonciation... Donc la dame là même a gardé sa dignité à moitié. Hein. À moitié. Là, parce que la dame a accepté la première étape. C'est parce que le monsieur a durci les étapes que la dame... Non, il a dit qu'il voulait seulement les étapes. Vous savez que la première étape, elle est conventionnelle. Oui. Alors, nous disons que la dame... les dames disent elle a 10 sur 20. Et les dames disent que c'est quoi? On utilise après le permanganate et puis les choses sont rétablies. Donc vraiment ça c'est vulgaire, un homme qui va avec une femme. Mieux encore,
un prêtre qui va avec une femme, peut-être qu'il y a l'Alléluia ou bien le chapelet qui va lire. Maintenant, moi je pense que sa dignité a été sauvegardée de telle sorte qu'elle n'a pas accepté l'autre façon. Et je voudrais dire à la dame, pour revenir à la dénonciation d'Alain Douk, qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et je pense que les deux peuvent, n'est-ce pas, aller contre les fantasmes de ce patron qui a des pratiques bizarres. En réalité, parfois, mais ils vont plus loin. Quand il va avec toi, il met les caméras, il t'enregistre et il te tient. Il fait chanter, il te fait chanter, il fait chanter ton mari. Du coup, on ne sait pas jusqu'où ça va arriver. Donc, il faut que les gens sachent que vraiment, et ça c'est une éducation que nous devons aussi donner à nos enfants, à nos jeunes, parce que même dans la confrérie, quand j'apprends que dans la corporation et partout ailleurs, qu'il y a des gens qui cèdent de plus en plus à la tentation du diable, qui vont avec des gens simplement pour le matériel, la guerre, le matériel et tout ça. Merci. Arrêtons ça si nous voulons tout au moins sauvegarder notre dignité. Professeur Robert Ngonté, alors c'est quoi cette manière de fonctionner lorsqu'on est chef d'entreprise? Pour revenir à la dénonciation, c'est vous qui êtes le premier à vouloir mettre deux collaborateurs ensemble. C'est encore vous, sur le dos du monsieur, qui harcelez la même dame. C'est pas légèrement sorcier? Parfait, ce que ça évoque comme commentaire, parce que pour écrire Apprendre, apprendre, je travaille sur le concept de cybernétique humaine. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en allant questionner la science, beaucoup de personnes ont des traumatismes. Tout à fait. Et nous, ensemble, nous devions plutôt dire qu'ils sont dans la peine. Il y a des chefs d'entreprise, une réussite chef d'entreprise ou dirigeants, ce n'est pas souvent une réussite humaine. Donc ils sont dans la peine, nous devions, et c'est un traumatisme qui l'amène, parce que lui-même il serait prisonnier dans ce processus. Il serait prisonnier dans ce processus. Il faudrait comprendre quelle est la dimension humaine. La cybernétique humaine donne les moyens pour s'affranchir de ces traumatismes-là. De comprendre qu'on peut à la fois atteindre ses objectifs en préservant ceux des autres. C'est ça l'écologie humaine. Est-ce que dans mon objectif, j'intègre l'épanouissement de l'autre de manière endogène? Donc, je dois préserver. Je dois préserver un couple. Je dois préserver ma dignité aussi. Parce que même en allant à ça, je pense que les deux aussi se mettaient en couple. S'ils se mettent en couple, même s'ils subissent, s'ils continuent à travailler, ils ne vont pas le voir comme un être humain plein, capable de leur apporter. Ils vont peut-être subir sa dictature de patron, mais ne seront pas satisfaits envers lui, n'auront pas l'amour naturel humain. Donc, ce que moi je voudrais dire, nous devions voir les moyens pour donner aux personnes les méthodes pour s'affranchir de ces traumatismes, de ces blessures. Merci, professeur. Je crois que pour dire de manière brutale, pour dire de manière brutale, ce type est dans les choses bizarres. Il doit être dans une secte et autres complications. Les choses compliquées. Compliquées parce que il a la latitude, n'est-ce pas, de se taper la fille, n'est-ce pas, de l'éprouver lui-même. Mais il faut d'abord que la fille se mette à c'est là ce qui est une troisième personne. Donc le gars, c'est pour ça que j'appelle les fantasmes bizarres. Et comme disaient les artistes Sergio Polo et je crois que la femme d'autrui est sucrée. Peut-être que dans ces choses compliquées, on lui demande exactement cela. Et il a trouvé des pigeons qui peuvent mettre ensemble et il va expérimenter son affaire. Sincèrement, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas s'expliquer que il a la possibilité de s'approprier la fille, de faire ce qu'il veut, mais il veut d'abord la marier à quelqu'un
Et avant, n'est-ce pas, de l'apprendre à travers cela, ça n'a pas de sens. Peut-être qu'il va atteindre le monsieur là, le jeune homme là. Bien sûr, bien sûr. Alain Douk, oui, est-ce que ce procédé venant de ce chef d'entreprise, je vais parler comme village, hein, est-ce que ce procédé est simple? Non, je ne pense pas. C'est là où j'accorde toute créance à ce que vient de dire mon aîné Souley. Hein, je remarque deux choses. Le concerné, il a la langue serpentine et il a l'âme serpentine. C'est un vrai serpent. Il te parle avec la langue fourchue. Il n'y a rien de véridique là. C'est-à-dire, il te dit, je veux ton bien. Pourtant, ce n'est pas ton bien qu'il veut. Il planifie déjà en arrière-plan ton mal. Hein? Et puis maintenant, le procédé. J'ai l'impression que justement le monsieur est dans un cercle ésotérique. Et ça, c'est... Dans les fantasmes, on pourrait même dire que c'est un rituel d'humiliation qu'il veut leur imposer. Parce qu'il y a toute une rituelique hein, chez eux. Parfois même ils s'auto-humilient, mais là c'est l'autre qu'il doit humilier. Et au travers du médium de ce rituel d'humiliation, il y aura prise de contrôle. Hein, vous imaginez quelqu'un, vous jouez le gars en entreprise qui a trouvé la grande fleur, dont vous êtes tellement fier, votre trophée, dont on dit tout le bien possible, et puis il vous regarde de haut, il dit, ah ben, qu'est-ce qu'il y a? Ah, le petit là. Il est très enjoué, et moi j'écrase son affaire là, s'il connaît. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Tous ces gens ont toujours des fantasmes tordus, c'est pathétique. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Foisonnement de messages comme d'habitude. Hein. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, s'il vous plaît, je viens de manquer de justesse de relever le contact téléphonique de la société Domstring Consulting SA lors de votre espace publicitaire, de votre auguste émission, cet espace miné de ce jour. Voudrez-vous me permettre de rentrer en possession de ce numéro? Alors, essayez de m'appeler après, hein, Madame Henriette de Mimboman à Yaoundé. Un autre message, allons au +7 902, c'est un message de la Russie. Bonjour à toi, le père papa du firmament, le Samuel Eto'o d'or de la modération, le seul modérateur qui modère et qui a modéré. Enfin, le nom de Samuel Eto'o, non. N'allons pas sur cette heure-là. La fin de son message dit simplement, pour la dénonciation, je crois que là, il s'agit des fantasmes rituels et la recherche du pouvoir. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Bonjour, grand frère. Parfait à ici, lisez mon SMS s'il vous plaît. Je suis très ravi de suivre une émission en présence du Papa Souley Onoyolo. Il est très vrai dans ses analyses. J'aime également écouter le RDP6 d'un autre genre de votre plateau. Alain Douk avec sa voix bengestico-bantouiste est adorable. Le sac de modérateur quant à lui reste et demeure mon meilleur modérateur de cette génération. Avec tout ceci, je ferai quoi ailleurs à demain 10h? C'est Abdoulaye Dongwaikele qui envoie ce message. Une autre contribution très rapidement ce lundi matin. Allons au 241. C'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour Monsieur Parfait ici et à ton panel. Quand la pièce maîtresse manque à un logiciel, il n'y a plus de bonheur à l'utiliser. Alors, je sais que tu es submergé par tout ce que vous abattez au quotidien. Mais si demain à 10h, vous... on ne va pas aller jusqu'au bout. Hein? Non, on va sauter. Allons prendre un autre message. Bonjour Parfait à ici, heureux de te revoir sur le plateau. Ce genre de pratique, c'est très récurrent dans notre société. Ce sont des pratiques occultes pour avoir l'ascendance totale sur la personne qui travaille pour vous. C'est Meriga depuis Mano Warbay dans le sud-ouest. Que dit cet autre téléspectateur du +44? C'est un message de l'Angleterre. Bonjour Parfait ici, ainsi que tout ton panel. Tu nous as manqué pour ces quelques jours. Vraiment, d'où sort ce nom? Ce n'est pas le frère du DG. Célébrez votre champion sans c'est l'autre qui envoie ce message.
limitons nos messages qui concernent l'émission. Alors, que dit cet autre téléspectateur? Bonjour, parfait, belle émission. C'est triste le départ de Serge Pout, un ancien camarade du lycée de Newbel, lors d'une kermesse il y a plus de 20 ans. Après le discours de Madame le Proviseur, Serge a dit « Madame le Proviseur, vous avez une voix enchanteresse. » Et tout le monde a gardé cette expression. C'est Yves Minkoulou depuis Yaoundé. Que dit cet autre téléspectateur sur Espace Miné? Bonjour, parfait à ici et à tout ton panel. J'aimerais savoir pourquoi hier vous n'avez pas présenté l'émission Libre Expression. Merci et passez une bonne journée. Hein? C'est un jeune fan depuis Douala. Non, nous respectons simplement la réglementation en vigueur au Cameroun. Pendant la campagne électorale, les débats à caractère politique sont suspendus. Donc je reviendrai sur Libre Expression après l'élection du 12 octobre. C'est la réglementation. Mais c'est un abus. Un autre message, Soulé, restez tranquille, Soulé. Non, il faut d'abord contester ça. Nous venons de parler, avec ta permission, juste une digression. Vous dites que nous avons parlé à l'entente de cette émission, n'est-ce pas, de l'aide privée, l'aide publique à la communication privée qui a tête chercheuse. On donne des pipis, des chats ou bien des prunes aux gens qui ne valent rien. La preuve, c'est que on a renvoyé après les élections, n'est-ce pas, la dotation. Pourtant, lorsque vous imposez ce genre de choses, par exemple, vous vivez de quoi? Il y a un manque à gagner énorme. Je crois que les médias capitaux privés devraient se rebeller contre ça. Cette instruction devrait être régentée au niveau de la presse à capitaux publics parce qu'ils bénéficient des fonds de l'État. La CRTV qui bénéficie exclusivement de la redevance audiovisuelle. Or, bon, vous payez comment votre personnel, vos employés et tout cela, quand vous avez enlevé tout cela. Regardez même au niveau de la campagne électorale. On va donner des dotations aux médias capitaux publics, mais il n'y a rien au niveau des médias capitaux privés. Donc il faut contester ça avec la dernière énergie. On ne doit pas suivre n'importe quoi. Merci, Soulé. Excusez-moi, c'est que les téléspectateurs m'excusent, mais j'avais ça en travers la gorge, il fallait le dire, qu'il faut refuser ça. Bonjour, Perfecto et à ton panel. L'histoire de Douk est incroyable. Ce monsieur est un agent de Satan. J'allais même dire que le diable est son stagiaire. C'est Dr Fabio Taba à partir de Paris et qui nous envoie ce message. Parfait, si tu restes le meilleur, mais s'il te plaît de grâce, je suis à genoux. Lorsqu'il faudra encore manquer l'émission, signale-nous 2 jours avant pour que nous ayons nos remèdes. On se calme. On se calme. Bonjour monsieur Parfait ici, bonjour également à tout le panel. En ce qui concerne la dénonciation, les femmes aiment trop l'argent et elles sont prêtes à tout. Que Dieu revoie le cœur de la femme. Pour l'instant, la femme a vraiment fait quoi ce matin? Ce sont les femmes plus ceux qui sont harcelés avec des propositions indécentes. Maintenant, vous tirez seulement sur les femmes tous les jours. Non, aujourd'hui, là, vraiment, défendons les femmes. À tout de suite pour la suite.
Avant l'espace, l'analyse proprement dit, nous accueillons d'abord notre frère et ami, Lema Kouma, bonjour. Bonjour Perfecto, et merci encore de m'inviter sur ton magnifique plateau et les invités qui sont présents. Le week-end, il a été? Oui, très. Et les patients que je reçois continuent de dire merci, que c'est grâce à toi qu'ils sont au courant que c'est désormais possible de guérir de certaines maladies et beaucoup de maladies. Vous allez justement nous parler de ces maladies, oui, notamment du chlamydia et ces merveilles que vous proposez, oui, à ceux qui en souffrent. Oui, le chlamydia, il faudrait le savoir, comme je le dis toujours, tout le monde porte en lui les germes du chlamydia. Mais on parle de chlamydia quand le taux il est élevé, bien quand on ressent certains symptômes, bien quand on a certaines complications au quotidien, à savoir les problèmes de démangeaison, on a les problèmes de fourmillement du corps, on a un problème même de manque d'appétit et même de manque d'appétit sexuel. Nous avons des femmes là qui ont des problèmes de frigidité, absence de désir sexuel, les problèmes de sécheresse vaginale qui sont liés aux infections à chlamydia. Nous avons aussi ces hommes-là qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle ou bien d'éjaculation précoce ou bien de reprise de l'âne. Je l'avais déjà dit cela une fois, que la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, la reprise de l'âne ne sont pas des maladies, mais ce sont des symptômes de maladies qui sont souvent liés soit au chlamydia ou bien quand on est victime des hémorroïdes, ou bien quand on est victime de diabète, ou bien encore d'hypertension et même les problèmes de suffisance cardiaque. Là, on peut être victime de faiblesse sexuelle. Mais au niveau du trouble érectile, notre premier gros ennemi, c'est l'alimentation et le stress permanent. Parce qu'aujourd'hui, on souffre énormément de ce stress permanent et très souvent, nous sommes dans le déni, c'est-à-dire que parfois ils vont me poser la question que comment tu vois, tu te portes bien. Oui, non, je me porte bien. C'est-à-dire que même quand on voit que non, Lema a un problème qui dérange, mais comment c'est que non, je suis toujours quelqu'un qui est toujours souriant, je garde dans ce sourire apparent, et puis un matin on va te dire que non, Lema a dormi, il ne s'est pas réveillé, il est mort. Puis tu vas t'expliquer, mais je t'avais lui hier, comment? Non, Lema souffrait d'un problème, ou bien des problèmes, ou bien d'un fardeau qui n'arrivait donc pas à évacuer. C'est pourquoi je parle tout le temps du stress permanent et un stress que la plupart d'entre nous sommes dans le déni. Alors donc le projet, avec notre produit King Fimic 24 la solution, vient donc vous aider à nettoyer tout ce qu'il y a comme saleté, tout ce qu'il y a comme maladie, maladie sexuellement transmissible, parce qu'il faut savoir que quand le corps il est encombré, de manière naturelle, on va se stresser sans même le savoir. C'est faut d'abord le savoir. Et le chlamydia contribue à davantage à être stressé. Les couples là qui n'arrivent même pas à concevoir ou à procréer, déjà que la campagne en elle-même, elle est baptisée en couple CBB pour ces femmes-là qui ont un problème de myome, ou bien de fibrome, ou bien de kystes ovariens. Vous ne partez pas, vous nous parlez encore ce matin du fameux Open Sex. Oui, le produit Open Sex, ce produit-là qui fait des merveilles. Qui fait des merveilles, encore et encore. Il y a reçu des témoignages. Ce week-end encore, on a fait un grand tabac, c'est-à-dire que des gens ont fait la queue pour pouvoir bénéficier du produit Open Sex. Ce produit-là qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs-là qui ont un petit appareil génital. Pour ces personnes-là qui sont même victimes du rétrécissement de l'appareil génital, c'est-à-dire que il avait un appareil génital qui était normal, mais au fil du temps, il a vu son appareil génital rétrécir. J'aime toujours le dire ici, et je vais encore le dire aujourd'hui, nous avons des maladies qui rétrécissent, bien qui sont à l'origine du rétrécissement de l'appareil génital. Nous avons les hémorroïdes, nous avons le chlamydia qui revient encore, nous avons le diabète et nous avons aussi le stress qui rétrécit aussi l'appareil génital. À côté, nous avons ces parents-là qui ont cette fâcheuse habitude de pratiquer la circoncision précoce. Non, chers parents, arrêtez de faire circoncire les enfants à la naissance. Laissez que l'enfant ait au moins 5, 6 ans, 7 ans, pourquoi pas 12 ans par là, avant de pratiquer la circoncision. Ça permet à l'enfant, à l'individu, que son organe se développe de manière normale et les veines puissent bien se développer pour accueillir le flux, le plus grand flux sanguin, parce qu'en principe, c'est ce sang-là qui vient rendre ce monsieur-là rigide et
est dur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne bandent pas Dieu. Alors, cher monsieur, vu qu'il y a dans les problèmes de taille, avec le produit OpenSex, c'est désormais possible d'avoir la taille selon votre convenance. Douala, Yaoundé, Porto, Cameroun, nous sommes disponibles pour vous servir. Merci Le Mokoma d'être revenu ce matin pour toutes ces informations concernant la santé de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Nous nous disons à très prochainement. Merci encore de l'invitation que je me fais ce matin. Et une touche pause s'impose. Nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt majeur ce matin pour essayer de comprendre les problèmes au niveau des corridors Douala-Bangui, Douala-N'Djamena. Ils sont nombreux qui se plaignent, les transporteurs se plaignent. Je devrais également marteler que depuis quelques années, ces pays de la sous-région se sont régulièrement rencontrés et par moments même au sommet pour essayer de trouver des solutions sur ces corridors. Nous avons trouvé important d'en parler ce matin. À la fin, on proposera quelques esquisses de solutions. Pour en parler ce matin, nous avons un expert sur le plateau, naturellement, qui sera accompagné par les autres invités. Je vais donc commencer par le professeur Robert Nganté, qui est le chef de projet adjoint de l'Observatoire des pratiques anormales le long des corridors d'Afrique centrale. Je vais vous poser la question que je vous ai d'abord posée le matin, excusez la tautologie. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a amené à mettre sur pied un tel observatoire. Vous êtes levé un bon matin et vous avez dit, bon, il faut que nous créions quelque chose. Parfait. En fait, le projet est mené par l'ICA, mais c'est un projet de la CEMAC avec l'appui de l'Union européenne. Parti du constat que les coûts de transport en Afrique centrale sont parmi les plus élevés du monde. Ah bon? Ah oui. Et en questionnant, on a vu qu'un élément qui renchérit ces coûts, ce sont les pratiques anormales, les paiements illicites. Qu'est-ce que vous appelez pratiques anormales? Alors, les pratiques anormales sont de plusieurs ordres. D'une part, du fait des transporteurs, et de l'autre côté, du fait des agents publics. Alors, le plus fréquent qui est dénoncé, c'est par exemple un contrôle à un poste irrégulier. Et dans la convention entre le Cameroun et le Tchad, par exemple, il y a ce qu'on appelle checkpoint, où les documents légaux sont vérifiés. Les camions en transit ne doivent être contrôlés qu'à ces checkpoints. Parce que les cargaisons en transit sont placées dans des camions avec des GPS de surveillance. Parce que ces camions, cette cargaison ne paye pas la douane au niveau du Cameroun, mais doit payer la douane dans leur pays. Au départ, il se pourrait que c'est un camionneur ou bien c'est un importateur camerounais faisait croire que c'est de la marchandise à destination du Tchad. Et quelque part, peut-être entre Douala et Yaoundé ou Yaoundé-Bertois, il décharge la cargaison. La douane camerounaise place des balises GPS pour s'assurer que la marchandise va jusqu'à la frontière, que c'est une marchandise destinée au Tchad ou à la Guinée, la Centrafrique. Alors, donc, il y a des checkpoints conventionnels. Les camions, les papiers doivent être vérifiés à ce niveau et signés. Donc, si maintenant, entre Douala et Yaoundé, une patrouille de police gendarmerie
mène un contrôle. C'est une pratique anormale. Ça perd du temps parce que ce n'est pas à ce point. Dès qu'ils sont informés... Les transporteurs se plaignent. Les transporteurs se plaignent. Parce que dès qu'il est informé que c'est une cargaison en transit, il doit laisser passer. Donc, mais s'il continue à faire puisque le contrôle est fait au départ. Alors, d'un autre côté, il y a aussi du côté des transporteurs. Il faut le dire. Si par exemple, la visite technique n'est pas à jour, c'est une pratique anormale. Si le conducteur, nous pensons que c'est une pratique anormale, c'est pas toujours illégal. Pratique anormale, c'est dans le sens de facilitation des échanges. Ouais, nous devions être une sous-région où il y a échange, mobilité, pour rendre la vie moins chère à tout le monde. Très bien. Merci, professeur Gonté. Je passe la parole à Soulé Odoriolo. Soulé, en ma qualité de journaliste, je suis allé couvrir une concertation du côté d'Njamena il y a pratiquement 8 ans. Et de ce côté-là, on parlait justement de ce corridor Douala-Bangui, Douala-N'Djamena. Il faut dire que tous les responsables de ces 3 pays étaient présents à N'Djamena, le Cameroun, la RCA et le Tchad. Nous avons l'impression que depuis des années, ce corridor a toujours des problèmes. Qu'est-ce qui bloque au niveau justement de la sous-région? Excusez-moi de faire une digression. Pendant très longtemps, les leaders des partis de l'opposition, candidats à l'élection présidentielle, se sont réunis. Ils ont travaillé pendant longtemps pour nous sortir un candidat à la coalition ou bien un candidat consensuel. Qu'est-ce qui bloque? Pendant très longtemps, l'Afrique centrale a travaillé sur la liberté de circulation et des biens. Oui, les personnes entrer et venir. La libre circulation. La libre circulation. Mais chaque jour, on entend qu'on a chassé les Camerounais, la Guinée équatoriale ou bien du Gabon. Qu'est-ce qui bloque? En réalité, nos leaders, nos chefs d'État, nos gouvernants ne sont pas bien imprégnés. Ils ne prennent pas à cœur les problématiques, n'est-ce pas, de leurs citoyens. Quand vous parlez du corridor Douala-Bangui, Douala-N'Djamena, vous voyez que Douala est au cœur. Oui. Parce que Douala a la mer. L'accès à la mer qui aiguise l'appétit de Bangui et de N'Djamena. Ces 2 pays qui n'ont pas de mer. Faire en sorte que on aimerait bien profiter de Douala qui offre, n'est-ce pas, les meilleures possibilités et les meilleures alternatives. Mais le Camerounais, avec son camerounisme et avec le mapatisme, a fait en sorte qu'on vous installe, il y a des tracasseries, on vous parle peut-être de 19 postes de contrôle, on ne sait pas ce qu'il contrôle. Le prof vient de le dire tout à l'heure, qu'il y a des pratiques illégales qui s'installent, qui se multiplient. Et vous avez récemment entendu le Tchad dire qu'il préfère passer par la Guinée équatoriale. On a failli y avoir une crise. Hein? Voilà, parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que pour une seule opération, en réalité, pour ne pas dire entre 3 pays, le Cameroun, le Tchad et la RCA, où le Cameroun est leader, que ce soit le Cameroun ou alors au Cameroun que la majorité des problèmes se posent. Pourquoi on devrait pouvoir s'interroger? C'est pour dire que la corruption, n'est-ce pas, et naturellement les pratiques illégales, le fait... C'est vrai que la corruption n'est pas seulement une affaire du Cameroun à Soulé. Même du côté de la RCA, on en parle, du côté du Tchad, on en parle, du côté du Congo, on en parle aussi. Je n'ai pas dit que c'est l'exclusivité camerounaise, ce n'est pas l'exception camerounaise, la corruption. Mais il y a pour être un corrupteur, il faut avoir des corrompus. Tout à fait. Et une chose est sûre, c'est que si ces pratiques se multiplient, et c'est pour ça qu'on va arriver, n'est-ce pas, à des transports illégaux. Parce que c'est comme, à un moment donné, quand vous faites la route Yaoundé-Soie, les gars n'achètent pas des papiers et ne vont pas payer des taxes parce qu'ils savent que ce qu'ils payent en route
et en réalité, presque la part qui devait aller aux caisses. Et puis l'autre chose, c'est que, pour chuter, c'est que la douane camerounaise est un peu trop dure. Parce qu'à un moment donné, il y a la douane n'est pas là pour faire, n'est-ce pas, des bénéfices sur le plan de la fiscalité. La douane devait être une étape, n'est-ce pas, de conformité. Mais aujourd'hui, vous avez de la hiérarchie douanière qui impose, n'est-ce pas, un certain quota au niveau en termes de recettes. Du coup, ces gars-là qui veulent faire le chiffre, se retrouvent à faire parfois du n'importe quoi sur des gens qui sont pour la majorité en règle. Et on se retrouve dans un système Ebunganjanga où on ne comprend plus qui est qui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour quelqu'un qui nous regarde au Bangladesh, il faut qu'on lui dise que Ebunganjanga signifie désordre total. Oui, c'est le glaçant. Quand on met ça, le glaçant, chaque grain va de son côté. Et finalement, on ne maîtrise rien. On disait quoi? C'est un mot français. Alain Douk, le corridor Douala-Bangui, le corridor Douala-N'Djamena nous intéresse ce matin. J'insiste, nous en parlons depuis plusieurs années. Pour l'heure, on a toujours l'impression, pour parler comme le professeur Gonté, que nous continuons à assister à des pratiques anormales. Avant de répondre à ta question, parfait, il y a un téléspectateur qui est fan qui dit que ce matin, tu n'as pas utilisé la formule « Appelez-moi perfecto, je modèle, il n'est pas content ». Appelez-moi perfecto. Je modère. Bien, maintenant je reviens sur le sujet. Bah écoutez, ces mauvaises pratiques, il faut le dire, hein, pratiques anormales et tout, ont une incidence fâcheuse dont on peut calculer l'impact économique sur nos économies sous-régionales, chacun des pays pris individuellement ou alors communautairement parlant. Et maintenant, au moment où nous sommes en train de promouvoir le commerce intra-africain autour de la problématique et de l'entité qu'on appelle la zone de libre-échange, hein, la ZLECAf, je pense que voilà, ça y est, j'y suis arrivé, on ne devrait pas avoir de telles tracasseries. Je parle sous le contrôle du professeur, l'incidence n'est pas seulement économique, quantifiable sur le plan statistique, mais avec une résonance politique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a frisé l'incident diplomatique. Hein, voilà, en raison d'un certain nombre de choses, un certain nombre de mauvaises conduites, de mauvais comportements qui ont exacerbé les tensions. Maintenant, il faut comprendre quelque chose quand même, et on l'honnêteté de le dire. Je dis toujours que je parle là sous le contrôle du prof. Les études comparées, diagrammes en bâtonnet, etc., montrent quand même qu'en ce qui concerne les comportements totalement déviants sur le sujet, les conduites anormales, sur les principaux corridors sur lesquels porte notre réflexion et notre échange de ce matin, le Cameroun s'illustre quand même comme le mauvais élève. C'est-à-dire que si on prend au-delà des checkpoints réglementés, attendus, normalisés, bon, quel est le nombre supplémentaire de contrôles qu'on a pour chacun des pays? Si on prend le corridor Douala-N'Djamena, Cameroun, combien y a-t-il de postes en excédent? Tchad, combien y a-t-il de postes en excédent? On se rend compte que le Cameroun est toujours gagnant, hein, mais négativement. Il y a toujours un excès de notre côté. On fait la même chose, études comparées avec la RCA sur le corridor Douala-Bangui. Et on va se rendre compte que, en termes de travers, il y a un excès, par exemple, de contrôle, mais c'est toujours nous qui avons l'excès, c'est-à-dire que dans le diagramme, on a toujours le plus grand nombre de postes de contrôle, comparé aux pays limitrophes concernés dans la comparaison. On peut donc dire que sur le sujet des mauvaises conduites, un doigt accusateur particulier devrait être porté sur le Cameroun. On devrait faire attention à notre conduite, d'autant plus que nous sommes la tête de proue quand même, économique et voire politique, sous-régionale. Donc en termes d'exemplarité, le Cameroun devrait donc briller et ne pas être celui qu'on pointe du doigt pour dire, vous voyez, lorsqu'il y a des inconduites, le Cameroun est toujours en train de s'illustrer en tant que le plus bon élève dans le travers.
Et ça, c'est peut-être, je parle sous le contrôle du professeur, il pourra dire que je me trompe. Professeur, moi c'est comme ça que je suis en train de voir les choses. Avant de repasser la parole au professeur, nous donnons d'abord la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, que faut-il faire pour que ces chefs d'État de la sous-région, même s'il faut aussi dire d'une manière ou d'une autre, il y a quand même aussi le corridor Douala-Libreville, hein, même s'il n'est pas suffisamment important, parce que le Gabon a déjà une ouverture à la mer, mais toujours est-il quand même qu'il y a plusieurs marchandises et qui transitent également par le Cameroun pour arriver du côté de Libreville. Les chefs d'État de la sous-région, est-ce qu'il faudra un bâton magique? Est-ce qu'il faudra beaucoup de prières pour qu'ils puissent finalement s'entendre? Parce que, Alain nous le disait tout à l'heure, sur le plan purement économique, il y a des conséquences énormes. Tout à fait. D'abord, sur le plan économique, il faut dire, pour ne parler que du cas du corridor Douala-N'Djamena, le préfet là, je veux dire, sous son contrôle, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est 35% des produits intérieurs bruts des deux pays, Tchad, Cameroun, 35% des produits intérieurs bruts. C'est-à-dire que ce que génère le corridor, et ça dessert 20% de la population tchadienne et 35% de la population camerounaise. Donc, le long de ce corridor-là, 20% de la population tchadienne vivent de ça, 35% de la population camerounaise, donc 35% également du produit intérieur brut des deux pays. C'est-à-dire combien c'est sérieux? Très important, c'est très costaud. Très costaud quand vous parlez, c'est le tiers des produits intérieurs bruts des deux pays. Maintenant, le problème de notre sous-région est là. On est rattrapé par les égoïsmes et les égos des uns des autres. Et je pense que l'Afrique centrale, qui est le mauvais élève d'intégration sous-régionale, démontre à suffisance qu'on ne peut pas avancer tant que les chefs d'État n'ont pas une réelle volonté politique de mettre un terme à un certain nombre de pratiques. Quand vous voyez, on est au corridor, vous voyez comment les Camerounais sont traités en Guinée équatoriale. Quand vous voyez comment les Camerounais sont traités au Gabon, récemment au Gabon, il y a eu des Camerounais qui sont mal comportés, ça il faut le reconnaître, mais la réplique a été impitoyable pour nos compatriotes là-bas. Ça veut dire que les gens n'ont pas encore en Afrique centrale cette culture de la libre circulation des personnes et de leurs biens, comme en Afrique de l'Ouest, comme en Afrique australe par exemple, comme au Maghreb. Mais en Afrique centrale ici, soit c'est parce que les présidents sont là depuis et que chacun a ses habitudes de fonctionner, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que, parfait ici, lorsque vous parlez du corridor Douala-N'Djamena, voilà ce qui se passe. C'est comme un petit film. Lorsque un conducteur de camion prend service au port de Douala, la société pour laquelle il travaille sait pertinemment ce qu'il doit lui donner en termes de francs CFA. Donc il a une petite mallette d'argent, parce qu'on sait que s'il y a 40 contrôles de Douala à N'Djamena Sabangali, il doit dépenser exactement tant d'argent par contrôle. Mais c'est certainement parce qu'eux aussi ne sont pas en règle. Non, pour faire ici, le vrai problème avec le Cameroun, c'est que vous soyez en règle ou que vous ne soyez pas en règle, nous on sait créer les motifs pour que tu finisses par sortir l'argent. La plupart de ces gens sont en règle parce que c'est des grandes sociétés qui savent qu'on ne peut pas aller rigoler, on ne peut pas aller blaguer en partant de Douala jusqu'à N'Djamena. Ce n'est pas facile. Donc, je voulais également aussi dire au professeur, peut-être qu'il nous dira aussi, je voulais évoquer quelque chose, il pourra nous dire ça. Il y a aussi d'autres, vous avez appelé ça comment? Non, les trucs qui sont, les choses qui sont illégales là. Les pratiques anormales. Les pratiques anormales là. Parfois, il y a donc alors d'autres pratiques anormales que vous voulez dire. Lesquelles? Mais les gens là font les enfants partout le long du corridor. Vous ne pouvez pas prendre ça? Pas du tout. Oh là là, qu'est-ce qu'il doit faire là, l'exposé? Je vous dis que le long du corridor là, les gens des maternités, les gars seulement là, ils ont les femmes partout, ils ont les enfants. Et c'est eux qui font avancer le taux de prévalence du sida. Ah bon? Oui, mais c'est un problème sérieux. Très sérieux, très préoccupant. Je vous dis que ces gens ont beaucoup d'argent dans leur mallette. Quand ils gardent dans votre zone là, attention, ça peut faire mouche.
Merci Bernard Owona. Autre message ce matin. Bonjour espace miné. S'il te plaît, parfait. Quand vous êtes occupé, nous sommes malades. On ne regarde plus espace miné car le monsieur de la... Non. Passons. Hein. Vous restez le firmament sur le plan journalistique. C'est signé parfait le roi de Yaoundé, Tombombo. Ok, bonjour Bombo. Je vous amène au plus 1 416. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit du Canada. Que dit ce téléspectateur du Canada? J'avoue que le message est long. Hein? Bonjour le panel, très bonne question. Le corridor Douala-Bangui et Douala-N'Djamena est vital pour le commerce sous-régional. Mais il est miné par la fraude, la corruption et les contrôles multiples. Voici quelques pistes pour renforcer le contrôle tout en évitant les ralentissements inutiles. 1. Numérisation des procédures douanières et logistiques. Généraliser les systèmes comme IGUS, Cotecna, BESC, etc. Intégrer tous les postes de contrôle, douane, gendarmerie, police, mine-commerce, dans une base de données unique pour tracer chaque cargaison. 2. Mise en place des corridors sécurisés avec GPS et tracking obligatoire. Imposer le suivi GPS obligatoire des camions. Alerter automatiquement en cas de déviation ou d'arrêt suspect. Réduction et centralisation des points de contrôle. Supprimer les contrôles redondants. Créer des postes mixtes unifiés, police, douane, gendarmerie, avec un seul arrêt par corridor. 4. Formation et sanction des agents. Former les agents à la transparence et à l'éthique. Sanctionner sévèrement les raquettes aux contrôles illégaux. Code 5. Collaboration transfrontalière renforcée. Partage d'informations entre Douala, Bangui et N'Djamena. Harmonisation des documents requis. 6. Ligne verte pour les transporteurs réguliers. Mettre en place un système de transporteurs accrédité avec moins de contrôle pour les opérateurs fiables. Ce type de réforme exige volonté politique, coopération régionale et modernisation des infrastructures. J'ai l'impression que le monsieur est du domaine, hein? On repasse la parole au professeur Ngonté. Il y a Alain Douk qui avait quelques soucis, y compris même Bernard Owona, naturellement, avec les contributions également des téléspectateurs. Merci, parfait. Je pense que pour revenir aux questions de Alain, est-ce que le Cameroun est dominant ou premier? Mais il faut relativiser. Parce que sur le corridor Douala-N'Djamena, par exemple, sur 180 km, 180 000 km, la grande partie se fait sur le territoire camerounais. Donc vous voyez, quand on emprunte même le deuxième corridor passant par Mondou, c'est toujours... C'est 1300... Non, 1800. 1800. Sur 1800, il y a 1400 au moins. Oui. Et quand on passe par Kousséri, c'est pratiquement les 1800. Tout à fait. Voilà. Donc, si on voit le nombre de contrôles par pays, on peut se tromper. C'est pour cela qu'en statistique, il faut toujours harmoniser. Parce que c'est au niveau du Cameroun qui a le plus long trajet. Le plus long trajet. Il y a le plus long trajet. Et de même, sur le corridor Douala-Bangui, le plus long trajet. Bon, là-bas, ce n'est pas aussi différent. Mais il faut avouer, il faut dire que... Mais pour revenir, interroger les causes. Oui. Nous, principalement, nous pensons qu'il y a deux phénomènes, il y a deux éléments à voir. Lesquels? Le comportement des êtres humains et 2, les institutions. Alors, dans le comportement, parce que ça change avant les personnes qui sont sur le corridor. Parfois, on trouve des Camerounais très bien, des citoyens honnêtes qui travaillent très bien. Donc, ce n'est pas une histoire généralisée. Il y a des moments où ceux qui sont affectés travaillent bien, conseillent. Et un point a été évoqué, la formation. Il faut former à la fois les transporteurs et les agents de police, douane, gendarmerie sur les pratiques, les institutions. Donc, le problème chez nous en Afrique centrale, que c'est un peu lent. Ça se met en place, mais un peu lent. Donc, le problème, c'est que parfois, les institutions ne sont pas bien respectées, ne sont pas mises en place à temps et pas toujours respectées. Et il y a des comportements des êtres humains. Ce n'est pas une décision politique ou autre. Il aime bien la décision, mais lui, il arrive, il trouve toujours le moyen de faire à sa guise. Donc, nous devions beaucoup mettre l'accent sur ces éléments.
Donc, le problème se trouve à ce niveau. Il faut travailler, moi, je pense, sur ces deux éléments. Donc, le Cameroun, alors, comme vous avez parlé, Bernard a parlé peut-être de Yaoundé-Libreville, qui est un corridor vital pour la sous-région à ce niveau, surtout pour Libreville. Voyez-vous, quand je parlais des institutions, parfois, il y a lenteur dans l'exécution. Voyez-vous qu'entre Yaoundé et Libreville, une Bayamselan qui amène du plantain paye la douane. C'est une pratique légale, mais anormale, parce que nous croyons, avant en enseignant, on se dit, nous sommes dans une zone de libre-échange. Est-ce que cette affaire de libre-échange-là n'est pas qu'une histoire de nom? C'est comme un slogan au niveau de la sous-région Afrique centrale. On ne veut pas de libre-échange, la libre circulation des personnes et de leurs biens. Est-ce que ce n'est pas simplement pour, pour l'enfumage sur le terrain? Est-ce que c'est concret? Donc, c'est très variable d'un pays à l'autre. On a dit, entre le Cameroun et le Tchad, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes où? J'ai dit, entre Yaoundé et Libreville. Il y a un souci. Il y a un souci. Yaoundé, dédouanement de produits du cru. Banane, plantain, par exemple. Le dédouanement légal. C'est-à-dire sur papier, ce n'est même pas... Mais c'est un souci parce que nous sommes dans une zone de libre-échange où on a le tarif extérieur commun dont la douane ne devait plus se payer entre les pays. Mais quand nous avons interrogé la douane gabonaise, ils ont dit qu'il y a un problème de réciprocité. Mais nous ça veut dire quoi? Ils ont dit que le Cameroun aussi pratique cela, mais jusqu'alors on n'a pas vu à quel niveau. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler. Les mauvaises pratiques décriées au Cameroun, nous en trouvons aussi au Gabon. Tout à fait. On en trouve partout, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On en trouve aussi au Gabon. Soule voulait prendre la parole tout à l'heure, on lui donne cette parole. Vous avez compris avec le prof que les mauvaises paroles sont contagieuses. Ça veut dire que ce n'est pas l'exclusivité camerounaise, mais aujourd'hui, ces mauvaises pratiques sont importées, que ce soit au Gabon, en Guinée et même au Tchad. Tout à fait. Vous savez, en passant, je vous transmets les félicitations des officiers de police, Guy et Denis, qui nous regardent en ce moment, comme je vous l'ai dit. Ils sont comblés. Ils sont rassurés que c'était simplement quelque chose qui se passe. Donc, les choses se sont dites. Mais je crois qu'au regard de tout ce qui est dit là, monsieur Lonkouta des modérateurs, faites très attention. Ce rendez-vous ne vous appartient plus. C'est un rendez-vous qui appartient au peuple. Alors, je vais prendre la mesure. À comprendre que je suis perfect ou je modère. C'était juste... Non, je voulais quand même dire que, vous savez, tout à l'heure, dans ma prise de parole, j'ai pris l'exemple de Yaoundé soir avec les cars. N'est-ce pas? Les cars savent combien de postes de contrôle il y a entre Mobile, Omnisport et Soi. Donc, chacun prépare le nombre de billets de 1000 francs ou de 2000. Du coup, quand vous montez dans ces cas, que ça soit plein n'importe comment, les postes de contrôle ne regardent plus. Je vais aussi prendre le cas des péages, des postes de péage. Il y a des gens qui ne payent pas le poste de péage. Peut-être qu'ils payent une fois et ils ne payent plus. Parce que, et c'est en cela que j'ai convoqué, par exemple, de regretter moi, n'est-ce pas, l'homopatisme très défendu par feu le professeur Monodiana. En réalité, ces pratiques sont contagieuses parce que justement, les gars, chacun veut avoir sa part. D'accord? Parce que normalement, quand on parle de Douala pour Bangui, Douala pour N'Djamena, on suppose que le camionneur a rempli toutes les mesures possibles et qu'il devrait rouler comme dans un boulevard. Or, vous avez des postes de contrôle spontanés, vous avez des postes de douane spontanés qui s'en foutent de voir si vous êtes en règle ou pas, mais qui vous demandent leur part. Donc la corruption aujourd'hui, en réalité, est ce qu'il faut combattre, n'est-ce pas? Et les chefs d'État doivent prendre des décisions claires et nettes. Mais ces chefs d'État et l'ensemble de leurs équipes ne prennent pas les décisions qu'il faut. Parce que la corruption reste un élément crucial. Et c'est en cela qu'il faut convoquer les mentalités.
Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, tuer ces pratiques si le mental n'est pas travaillé. Tout à fait. Si les uns et les autres ne savent pas que dans cette histoire, c'est tout le pays. Mais quand on est infecté par le mapatisme, on s'en fout de ce que la République gagne. Vous avez vu, il y a des moments où la personne sait que la personne est capable, n'est-ce pas, de faire perdre aux caisses de l'État des millions et des millions, pourvu qu'il y a quelque part quelque chose qui rentre dans sa poche. Donc, c'est une bagarre. Hein, la libre circulation des biens et des personnes restera un slogan. Un slogan. Parce que toute la surenchère qui est autour, n'est-ce pas, tout le laisser-aller qui est autour, et tout le vol, et les viols sur la légalité qui s'opère dans ces circonstances-là, sont tels qu'on ne peut pas s'en sortir si vraiment il n'y a pas une discipline d'abord mentale qui est imposée aux uns aux autres. Et maintenant l'appel au patriotisme, quand même, on ne peut pas depuis très longtemps parler de libre circulation des biens et des personnes. Et qu'on veut expérimenter, ne serait-ce qu'entre 3 ou 4 pays, Douala, Bangui, Douala, N'Djamena, comme rien que là, où on devait voir comment est la montée en puissance de cette histoire pour l'élargir au niveau de l'Afrique centrale et que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème de volonté politique. Merci Soulé, bonjour Perfecto, très rassuré de te revoir ce matin à la modération. Je voulais dire autre chose. Restez concentrés. Rebonjour Monsieur Parfait, ici cette thématique est pertinente et mérite du sérieux. Vraiment, les parents qui habitent le corridor doivent beaucoup sensibiliser leurs enfants, car les problèmes que Monsieur Bernard Ona a évoqués tout à l'heure sont exacts. Ces chauffeurs ont laissé des enfants le long du corridor et les maladies que nos jeunes enfants, filles mettent en pratique, ces filles doivent mettre en pratique des bons conseils de leurs parents. Abimté, Manvore de quoi? Un autre message, hein? Je suis Madame Eboa à Douala, je suis en train de suivre votre émission, mais je vous dis que j'ai fait le déplacement Yaoundé-Bangui. Je ne peux pas vous dire combien de fois nous avons été arnaqués de l'autre côté de Garoua-Boulaye à Bangui, aller et retour, alors même que nous étions en voyage missionnaire. Ce n'est pas pour encourager ce qui se passe au Cameroun, mais ça se passe partout. Un autre message, hein, allons au plus 33, c'est un message de la France, parfait sans être hors sujet. J'ai vécu presque une humiliation au Gabon. À mon arrivée à l'aéroport de Libreville, sortant de Paris, je me rendais à un colloque sous invitation des autorités académiques de ce côté. J'ai été retenu par les forces de l'ordre gabonaises et qui m'ont demandé le visa alors que j'avais un passeport SMAC. Plus loin, j'ai décidé de faire le trajet Libreville-Bitam, un voyage qui a été un vrai calvaire, avec des postes de corruption des forces de l'ordre gabonaises, bien connus, où j'ai laissé 10 000 par poste, n'ayant pas de visa, pour un total final de 140 000 francs CFA. J'ai été très choqué par tout cela. C'est Dr Fabio Tama de Paris. Allons au 216, c'est un message qui nous vient de la Tunisie. Bonjour Perfecto, le problème avec le transport, surtout au Cameroun, c'est la corruption. Chaque commandant de brigade qui est nommé veut avoir un poste de contrôle sur la route, et ceux qui excellent dans cette affaire, ce sont les routiers. Bon, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Donc, il faut avoir des éléments pour confirmer. Professeur Ngonté, nous n'avons plus beaucoup de temps à passer ensemble. Hein. Comment procédez-vous pour améliorer donc ce trafic au niveau de ces corridors Douala N'Djamena et Douala Bangui? Très bien, parfait. Je pense que nous, en tant qu'experts, nous travaillons pour formuler des recommandations au chef d'État. Actuellement, la SEMAC a mis en place une brigade mixte pour aller sur les corridors et lever les barrières illicites. Brigade mixte, dans des 3 pays? Oui, de 3 pays. SEMAC, elle est basée à Yaoundé, donc elle est déjà opérationnelle. C'est déjà un premier point. Donc, cette brigade est opérationnelle. La commission de la SEMAC a organisé des journées avec les chefs d'entreprise de la douane. Donc, réunion tripartite, SEMAC, entreprise, douane et service des impôts. Des recommandations ont été formulées. L'auditeur de tout à l'heure a
dit beaucoup de choses qui vont dans ce sens. Tout à fait. Donc il y a la numérisation qui est en train de se faire avec l'appui des bailleurs de fonds, l'Union européenne, la Banque mondiale, pour que tout soit numérisé. Ça rend facile le contrôle. Au Cameroun, déjà, le Premier ministre avait été sorti, on a levé beaucoup de barrières, parce qu'au départ, il y avait plus de 100 barrières entre Douala et N'Djamena. Aujourd'hui, les contrôles sont limités à une quinzaine, en moyenne, entre Douala et N'Djamena. Il y a beaucoup de barrières, mais les contrôles liés au transit. C'est ce que nous mesurons pour le moment. Nous ne mesurons pas les autres, liés au transit. C'est limité. Et du côté du Tchad aussi, la présidente est descendue sur le terrain pour lever des barrières. Donc, au Cameroun, le Premier ministre est sorti, le ministre des Transports aussi a mis en place une commission qui travaille chaque trimestre pour voir ce qui se passe sur le terrain. En Centrafrique aussi, même chose. Il y a donc un mouvement des chefs d'État, des responsables de transport. Il est vrai que parfois c'est un peu lent comme on aurait souhaité. Et au niveau du port de Douala aussi, parce que nous avons fait une enquête dans l'enceinte portuaire, il y a des améliorations qui sont faites. De même, on a commencé à travailler sur le port de Kribi. Parce que comme il est dit, Douala et Kribi qui montent en amélioration faite au niveau du port de Douala. Aussi. On va améliorer du côté de Kribi. Voilà. Donc, je dis, nous sommes en train de faire l'enquête à Kribi, on a commencé. Et donc, on peut dire que ces recommandations sont portées, elles se mettent en place. Bien sûr, il y a une petite lenteur d'après les attentes des acteurs. Mais du côté aussi des acteurs, l'Union européenne a financé la formation des conducteurs et des transporteurs. Parce qu'il y a des transporteurs, pas des grands transporteurs, des artisans qui se débrouillent, mais qui n'ont pas toutes les capacités de mettre un système de contrôle de leur véhicule en route, pour voir aussi si le chauffeur s'arrête pour aller faire d'autres pratiques anormales. Voilà. Donc de ce côté, il y a des formations, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Merci. Il y a Larissa qui dit bonjour, le DG des modérateurs au Cameroun. Que Dieu soit loué. Merci pour votre retour. S'il vous plaît, saluez-moi Alain Douk. Est-ce qu'il a mis du brillant au niveau des lèvres ce matin? Bon, c'est vrai que... Moi, je ne crois pas. Un message qui nous vient des États-Unis. Bonjour à vous sur le panel et bon retour à toi Perfecto pour le plaisir et la guérison de nos oreilles. La loi est écrite et claire, mais c'est le terrain qui fait la loi. Un chauffeur fréquent sur une ligne a intérêt à garder de bonnes relations avec les postes de contrôle sur le chemin. Question de bénéficier de la clémence les jours de manquement. Si un camion dit que la loi dit ceci et tout est ok, il va passer, mais le jour où un cachet sera seulement flou, il va voir comment le bic écrase un conteneur. La métaphore du coup, hein. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce programme dans l'espoir que tout ce qui a été relevé ce matin sera pris en compte. Merci à Soulé Honoriolo qui nous a accompagnés encore ce matin. Merci à Bernard Owona, merci à Alain Douk. Infiniment merci à notre expert de ce matin. Il s'agit du professeur Robert Ngonté qui est donc chef de projet adjoint de l'Observatoire des pratiques anormales le long des corridors d'Afrique centrale. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous?